Bonjour à tous, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact et aujourd'hui nous allons parler de cette technologie sans frontières mais pas sans conséquences. Peut-on encore parler d'innovation si elle repose sur une exploitation qui est invisible? Alors au sommaire du jour, le coût humain de la fabrication numérique, une étude de cas sur le cobalt et quelles seront les alternatives responsables et les bonnes pratiques. Alors, on va évoquer effectivement le paradoxe global du numérique. C'est une innovation qui est globale. On en parle tous les jours. Par contre, on ne parle absolument pas des conséquences. Alors, savez-vous combien de tours du monde sont nécessaires pour fabriquer un smartphone? 4. 4 tours du monde. Donc, avant même d'arriver dans ta poche, ton smartphone a déjà circulé partout dans la planète. Il part des laboratoires californiens jusqu'à l'assemblage en Chine, en passant par les mines de cobalt en RDC, les en Corée ou des raffineries en Amérique du Sud. Chaque étape de sa fabrication mobilise des ressources, de l'énergie et des vies humaines. C'est un voyage planétaire souvent invisible qui a un coût bien réel, écologique, social, humain et ne fait que commencer. Ça, ce sont les métaux rares qui sont utilisés dans un smartphone. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un smartphone ou des appareils électroniques, les éléments qui sont en rouge présentent un risque élevé de rupture, de pénurie, c'est-à-dire nous ne les avons plus pour pouvoir fabriquer nos appareils. Pourquoi parler des impacts sociaux de nos technologies? On prend le premier exemple, par exemple, dans les usines asiatiques. On parle d'une rémunération qui est insuffisante. Il y a des choses complètement abusives qui se parlent, notamment en termes de droits humains. En termes de job, ce sont les intérims et la surcharge sans garantie d'emploi. Il y a aussi l'exploitation minière et le travail des enfants sans protection ni équipement adéquat. Puis, les minerais de conflit, le coltan, euh, donc c'est Tantal, où le cobalt finance des milices armées locales. Il faut savoir que la plupart des mines sont en Chine et elles sont protégées par des milices russes, notamment la milice Wagner, que vous connaissez peut-être. Le coût humain de la fabrication numérique. Alors on va parler des conditions de travail dans la chaîne de production, le travail précaire, l'exploitation, l'absence de droits, puis des enfants mineurs dans des mines de matériaux rares. Donc, outre le coût écologique de transport, cette délocalisation génère aussi un lourd coût humain. Dans les usines d'assemblage majoritairement en Chine, des enquêtes récentes rapportent des horaires abusifs et des salaires très bas. Dans les usines d'assemblage majoritairement en Chine, des enquêtes récentes rapportent des horaires abusifs et des salaires très bas. Jusqu'à 250 heures par mois pendant des pics de production, des journées longues de 14 heures et des pauses qui sont absolument réduites, voire inexistantes. Les conditions y sont éprouvantes, on parle de harcèlement moral et sexuel fréquent, pression hiérarchique, forte instabilité d'emploi, près de 70% des effectifs en contrat temporaire. En termes d'intérim, plus de 70% des ouvriers, des sous-traitants, sont embauchés en contrat court sans garantie d'emploi. En cas de baisse de commande, ils sont directement licenciés. L'extraction des minerais rares pose des problèmes sociaux majeurs. Des minerais de sang, comme on les appelle, alimentent des conflits armés en Afrique centrale. Il y a le film de Leonardo DiCaprio, Blood Diamond, qui parle justement de ces effets, de ces conséquences. Les 2 tiers des minerais stratégiques sont extraits hors des régions de consommation, souvent par des ouvriers vulnérables et non protégés. Alors, par l'expression minerai de sang, on désigne 4 minerais et métaux qui sont l'étain, le tungstène, le tantal et l'or, dont la production est souvent contrôlée par des groupes armés en République démocratique du Congo, essentiellement dans la région du Kivu, et dans la région des Grands Lacs, mais aussi au Zimbabwe, en République centrafricaine, en Birmanie ou encore en Colombie. Environ 40 000 enfants travaillent dans des mines de coltan ou de cobalt en République démocratique du Congo, sans protection ni équipement adéquat. Ils extraient artisanalement des minerais indispensables à nos batteries et condensateurs. Ces jeunes mineurs sont exposés à des risques graves, chutes, éboulements, intoxications et reçoivent un salaire dérisoire pour contribuer à la survie de leur famille, à peu près $1
par jour. Il faut savoir qu'on a besoin des enfants parce que les grottes, les mines sont toutes petites et il faut des humains de petite taille, alors on exploite des enfants. Le projet de réglementation européenne, de même que la loi Dodd-Frank, vise en particulier 4 minéraux: tantal, l'étain, le tungstène et l'or. L'occupation de sites miniers par des groupes armés est courante et les revenus servent à financer des conflits régionaux. D'ailleurs, près de la moitié des sites miniers dans la partie est du pays seraient contrôlés par des groupes armés au détriment de l'État congolais. Et c'est pareil pour la plupart des pays africains qui exploitent des mines. Alors, petite étude de cas, pourquoi le cobalt est-il indispensable? On va se refocaliser sur la République démocratique du Congo, qui est un pays central sur l'exploitation minière, et on va parler des enjeux politiques et éthiques. Donc le cobalt, c'est un métal clé, notamment dans les batteries lithium-ion. Plus de 70 du cobalt mondial provient de la République démocratique du Congo. Selon un rapport de l'ONU, 20 de ce cobalt sont extraits artisanalement au Katanga, avec une présence généralisée de travail des enfants et de violation des droits humains. Les enjeux à différents niveaux. Donc, il y a des risques sanitaires exposés aux poussières et vapeurs toxiques. Sans masque, les mineurs souffrent de graves problèmes de santé, notamment de cancer, de maladies respiratoires et cardiaques. Il y a des taux de cancer ou de maladies de façon générale bien plus élevés. On parle de l'ordre de fois 100, fois 1000 par rapport à la moyenne mondiale. Pollution environnementale, l'exploitation déverse des acides et métaux lourds dans les rivières et les sols environnants, ce qui les rend impropres à toute consommation. L'absence de contrôle étatique due à l'instabilité alimente la contrebande. Une grande partie du cobalt issu de mines artisanales non autorisées échappe à toute traçabilité légale et est blanchi via des complicités au sein des autorités. Alors, quelles alternatives responsables et bonnes pratiques? Qu'est-ce qui se passe en termes de législation dans l'UE? Quelles sont les marques qui sont plus éthiques, les labels et les initiatives? Alors, l'Union européenne a adopté en 2021 la Conflict Minerals Regulation, obligeant les entreprises à s'assurer que l'étain, le tantal, le tungstène et l'or importés ne proviennent pas de zones de conflit. Cette législation incite les industriels du numérique à vérifier l'origine des minerais et à choisir des filières certifiées comme label Conflict Free ou chaîne d'approvisionnement responsable. En l'état, c'est une bonne idée, mais il va falloir vraiment l'appliquer. Encourager la réparation et la réutilisation est crucial. L'ADEME note que 80% des pannes courantes d'un smartphone peuvent être réparées, écran fissuré, batterie à plat, etc., évitant le rachat d'un neuf. Un téléphone reconditionné génère en effet en moyenne 8 fois moins d'impacts environnementaux et sociaux qu'un neuf. Certaines entreprises sont assez pionnières sur les procédures et l'approche éthique. Ils ont mis en place des chaînes de production vérifiées, donc plus transparentes, et des programmes sociaux pour les mineurs locaux. Alors, bonne pratique, achat de matériaux équitables, en partenariat avec des ONG locales, certification Fairmind, ou pour l'or par exemple, servent de modèle. La technologie sans frontières ne doit effectivement pas signifier sans conséquences. Les consommateurs et entreprises peuvent agir en choisissant des appareils plus durables, réparables ou reconditionnés, et en soutenant des réglementations et certifications qui garantissent le respect des droits humains dans toute la chaîne de production. Les éléments clés à garder en tête, c'est l'allongement de la durée de vie, la transparence des filières, le recyclage et les normes responsables. Qu'ajouteriez-vous d'autre? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous pour le prochain module.